Bien, on va aborder maintenant un chapitre, le chapitre 6, qui concerne l'administration des médicaments par voie parentérale. En guise d'introduction, hein, j'ai l'habitude de dire aux grands étudiants qui sont passés avant vous que cette voie d'administration des médicaments est une voie critique, dans la mesure où on verra que dans la définition de cette voie d'administration, le médicament sera introduit dans l'organisme par effraction du tissu cutané à l'aide d'instruments adéquats. Ce qui veut dire que là, c'est plus la voie orale, c'est plus la voie atopique qu'on verra plus loin. Ici, on va déposer le médicament dans un tissu. Ce qui suppose que le pharmacien, le fabricant, toutes les personnes qui vont être autour de ce type d'administration doivent prendre beaucoup de précautions. Donc, j'attire votre attention sur tout ce qu'on va dire dans ce chapitre. Tout est important, pas que les autres ne soient pas importants, mais pour le pharmacien, c'est important de maîtriser cette voie d'administration. Donc, je reprends la définition, donc, qui est donc l'administration d'un médicament qu'on va introduire dans l'organisme par effraction du tissu cutané à l'aide d'instruments adéquats. Dans ce cas-là, le médicament déposé dans le tissu ou déversé dans le torrent circulatoire sera tout de suite parti dans l'organisme. Le médicament et les instruments utilisés doivent être stériles. Donc, cette introduction, quitte à ce que je radote un peu, cette introduction vous situe un peu le niveau de cette voie d'administration. Introduction par effraction, médicament déversé dans le torrent circulatoire pour la voie intraveineuse par exemple, et instruments utilisés stériles. On va tout de suite voir rapidement les principales voies d'administration des médicaments par voie parentérale. Les trois principales voies donc les plus utilisées, ça va être la voie sous-cutanée. Dans ce cas-là, le médicament va être administré à de très faibles volumes, entre 1 et 2 millilitres. C'est le cas par exemple de l'injection de l'insuline. Et donc c'est une administration sous-cutanée ou hypodermique. La voie intramusculaire est une voie donc d'introduction du médicament un peu plus profondément dans le muscle. Donc il y a des voies intramusculaires profondes éventuellement. Et là, on va administrer des volumes un peu plus importants, jusqu'à 20 millilitres de médicaments administrés à la fois. Et puis la troisième voie, qui est vraiment la voie la plus invasive, qui est la voie intraveineuse. Dans ce cas-là, le médicament est donc directement dans le torrent circulatoire. On peut injecter des volumes jusqu'à 5-20 millilitres, mais on peut injecter des volumes beaucoup plus importants. Et c'est le cas en général des perfusions, où on peut injecter jusqu'à 500 ml. Et dans ce cas-là, on va injecter le médicament en perfusion à une vitesse un peu plus lente. À côté de ces trois voies majeures, vous allez avoir d'autres voies comme la voie interrachidienne, la voie intra-articulaire, la voie intracardiaque, qui sont des voies un peu particulières, qui seront souvent utilisées pour des situations bien particulières également. Alors, quel est l'intérêt d'administrer un médicament par voie parentérale? Premièrement, ça paraît évident, c'est que l'action du médicament sera rapide. À la différence d'une voie entérale, par exemple, qu'on a vu précédemment, il n'y a pas de phase d'absorption. C'est-à-dire que le médicament n'a pas besoin de franchir, par exemple, les barrières biologiques comme la barrière intestinale. Ici, le médicament est directement dans le torrent circulatoire, donc on peut s'attendre à une action rapide. Ce qu'on peut également dire, c'est que le médicament étant en totalité déversé dans le torrent circulatoire, pour parler de cette voie d'administration, la biodisponibilité du principe actif est maximale. Entre autres, il n'y a pas, comme pour la voie orale par exemple, de premier passage hépatique. Donc pas de dégradation du principe actif non plus par d'autres enzymes digestives, par exemple, comme pour la voie orale. Et enfin, c'est une voie d'administration qui est intéressante parce qu'il n'y a pas besoin de la coopération du malade. On peut traiter des patients inconscients, par exemple, un accidenté de la route, une injection lui fera du bien par rapport à un comprimé qu'on lui demandera d'avaler alors qu'il est dans un état déjà très compliqué. Donc, c'est une voie d'administration qui est une voie d'urgence qui est intéressante si on va avoir une action rapide du médicament. Comme toujours, il n'y a pas que les avantages pour une voie d'administration. La voie parentérale peut avoir quelques inconvénients.
On peut citer la douleur à l'injection, quoique, bon, ça peut être supportable, hein. C'est un type de traitement qui est compliqué en ambulatoire, parce que, à part les traitements comme l'insuline ou d'autres traitements de ce type-là, tous les patients ne sont pas habilités à se faire injecter tout seul du médicament par voie intramusculaire, par exemple, ou par voie intraveineuse. Donc là, on ne peut pas faire un traitement tout seul. Et puis, bien entendu, parfois, il faut un personnel qualifié pour l'administration du médicament. Donc, par rapport à la voie orale où on peut avoir un traitement ambulatoire ici, on voit qu'il y a quand même des restrictions pour cette voie parentérale en termes d'administration du médicament. Alors, maintenant, avant de passer aux détails, on va définir un peu les types de préparation par voie parentérale tels que définis par la pharmacopée européenne. Donc ces définitions sont intéressantes parce qu'en même temps, elles amènent des aspects galéniques. Donc on va commencer par les préparations injectables. Ces préparations sont des solutions, des émulsions ou des suspensions qui sont stériles, qui contiennent un principe actif. En général, le solvant, c'est de l'eau PPI, l'eau pour préparation injectable, et il est possible, quand c'est nécessaire, d'utiliser un autre solvant autre que l'eau. Dans ce cas, on prend des liquides non aqueux, on verra quelques exemples plus loin, et de toutes les manières, tout ça, c'est stérile, et donc on peut faire comme ça des solutions injectables. Deuxième type de préparation, les préparations pour perfusion intraveineuse. Là, il s'agit de solutions aqueuses ou d'émulsions, et vous voyez, des émulsions à phase continue aqueuse. Ce qui veut dire que on n'injecte pas par voie intraveineuse une préparation qui n'est pas aqueuse. Donc, une émulsion, on verra plus loin, contient parfois de l'huile. Donc, ça veut dire que dans cette émulsion, la phase continue doit être aqueuse. Donc, je reprends la définition. Solution aqueuse ou émulsion à phase continue aqueuse, stérile et normalement isotonique au sang, on verra toutes ces notions un peu plus loin, administrée en grand volume. Ces préparations ne sont pas additionnées de conservateurs antimicrobiens. Pourquoi? Parce que les conservateurs antimicrobiens sont des produits qui ne sont pas anodins. Donc, si on injecte des grands volumes, si on y met des conservateurs, on peut imaginer que les concentrations de conservateurs sont très importantes dans ces préparations-là. Et dans ce cas-là, on risque d'exposer le malade à la toxicité des conservateurs. Donc, vous voyez que chaque définition contient déjà des restrictions et des précisions importantes. La troisième préparation préconisée par la pharmacopée européenne, c'est des préparations à diluer pour injection ou pour perfusion intraveineuse. Là, il s'agit de solutions stériles destinées à être injectées ou administrées par perfusion après dilution dans un liquide spécifié. Donc vous voyez qu'ici, on appuie la notion d'émulsion. Donc toutes ces définitions sont vraiment importantes. Autre préparation, c'est des poudres pour injection ou pour perfusion intraveineuse. Là, il s'agit de substances solides et stériles réparties dans leur récipient définitif. Ces poudres donnent rapidement, après agitation avec le volume prescrit de liquide stérile spécifié, soit une solution limpide et pratiquement exempte de particules, soit une suspension homogène. Donc ici, on a des poudres qui sont stériles, sur lesquelles on va rajouter un liquide adéquat stérile pour avoir soit une solution, soit une suspension homogène. Dernier produit que je vais présenter, ce sont ce qu'on appelle les implants injectables. Ici, il s'agit de préparations solides, qui sont toujours stériles, de taille et de forme appropriées à l'implantation parentérale. Ils assurent une libération du principe actif sur une longue durée. Donc ici, on a affaire à ce qu'on appelle les formes à libération prolongée administrées par voie parentérale. On verra que ces implants injectables sur lesquels je n'insisterai par la suite, puisqu'on les verra un peu plus loin dans le cursus, ces implants sont donc de forme relativement conséquente. Ce sont des petits bâtonnets qui peuvent faire jusqu'à
3 cm de longueur sur quelques millimètres de diamètre. Donc vous voyez que la taille est donc appropriée. Et en général, leur administration se fera par voie sous-cutanée. Donc on va les implanter sous-cutanée. Et pour certaines formes qui sont plutôt des petites sphères, qui font à peu près entre 100 et 200 micromètres de diamètre, on va les injecter par voie intramusculaire profonde. Donc je commande ces implants parce qu'on ne reviendra pas dessus, je pense, en détail dans la suite du cours. Donc voilà les préparations préconisées qui sont donc décrites à la pharmacopée européenne. Maintenant, on va regarder les solvants qui sont utilisés pour ces préparations par voie parentérale. Puisqu'en général, c'est des préparations liquides, hormis les implants, qui sont eux-mêmes administrés avec des liquides. Donc, principaux solvants dans les préparations injectables. Premier solvant, l'eau pour préparation injectable. Donc, c'est une eau particulière, on verra comment on la prépare. C'est le solvant de premier choix. Donc, sauf impossibilité d'utiliser l'eau, on prendra essentiellement, préférentiellement, de l'eau pour préparation injectable. Cette eau est produite par distillation selon les indications de la pharmacopée européenne. Donc nous avons vu dans le cours sur les excipients qu'il y avait 3 procédés de préparation de l'eau purifiée, de l'eau pure, de l'eau ultra pure, et donc vous vous souvenez donc que la méthode de distillation est celle qui est donc préconisée par la pharmacopée européenne pour les préparations donc de l'eau PPI. On a vu que parfois on pourrait faire appel à des solvants autres que l'eau. Dans ce cas, en général, on aura le choix de prendre donc des solvants qu'on appelle des solvants non aqueux. Cela quand le principe actif n'est pas très soluble dans l'eau ou insoluble dans l'eau. On va considérer 2 catégories de solvants non aqueux. Première catégorie, solvants non aqueux miscibles à l'eau, autrement dit, solvants non aqueux hydrophiles. Dans cette catégorie de solvants, on aura l'éthanol, le glycérol, le propylène glycol et les macrogols de faible masse moléculaire entre 200 et 400 de masse moléculaire. Je vous renvoie au cours sur les excipients. Deuxième catégorie de solvants, les solvants non aqueux, non miscibles à l'eau. Donc lipophiles. Dans ce cas, on aura les huiles naturelles, huile d'arachide, huile de soja, huile d'olive, ou des huiles semi-synthétiques de type oléa d'éthyle. Et dans ce cas-là, ces huiles ont subi une purification adéquate. On peut également avoir d'autres produits comme le benzoate de benzyle, l'alcool benzylique, le lactate d'éthyle. Vous voyez que la liste des solvants non aqueux, non miscibles à l'eau, ou même des solvants miscibles à l'eau à injecter, ne sont pas très nombreux. Vous avez pratiquement là sur ce transparent la totalité des produits qui sont aujourd'hui conseillés comme alternative à l'eau PPI pour faire les formats d'administration injectables. Et donc, je vous ai mis sur le transparent en bas que pour les voies d'administration, je l'ai déjà dit, mais je le répète à nouveau, pour les voies d'administration par voie intraveineuse, seule l'eau purifiée est autorisée. La plupart des solvants non aqueux ne sont pas autorisés. Et si on veut administrer une préparation par voie intraveineuse contenant un principe actif huileux, par exemple une émulsion, on va injecter uniquement une émulsion à phase continue aqueuse, dont à prépondérance d'excipients constitués par le PPI. Maintenant qu'on a vu les solvants utilisés, on va peut-être s'attarder sur quelques qualités requises pour les préparations parentérales. Première caractéristique qu'on a vue dans la définition même de ces préparations, c'est la stérilité. C'est incontournable. Donc, aussi bien le médicament que les outils utilisés pour les administrer doivent être stériles. Donc, on verra plus loin un paragraphe sur la stérilité. Deuxième qualité, c'est l'absence de pyrogènes. Donc, ces préparations doivent être apyrogènes. Qu'est-ce que c'est que les pyrogènes? Les pyrogènes sont des produits de dégradation des bactéries, des cadavres de bactéries gram-1, qu'on appelle également les endotoxines. Ça peut être également des particules synthétiques, des particules métalliques, des particules de bouchons en caoutchouc qu'on a sur les flacons.
Donc, tous ces produits-là, endotoxines ou particules de substances chimiques ou particules métalliques ou autres particules, sont des particules qui sont des substances qui sont susceptibles de provoquer chez le patient une élévation de température à l'injection. Donc, il faut éviter ces désagréments, éviter l'absence de pyrogènes dans les préparations par voie parentérale. Troisième qualité importante, c'est l'isotonie au plasma. C'est un paramètre important, c'est une qualité importante. Ces préparations sont destinées par certaines voies à être directement en contact avec le torrent circulatoire, donc en contact des hématies. Et donc, il faut préserver la situation osmotique du plasma. C'est-à-dire que les préparations injectables doivent être iso-osmolaires par rapport au plasma, c'est-à-dire avoir la même osmolalité que le plasma. Cette valeur d'osmolalité est située entre 270 et 300 milliosmoses par kilogramme ou par litre. Donc, on va s'arranger pour que toutes les préparations aient à peu près, à quelque chose près, cette valeur d'osmolalité. Donc, on verra plus loin comment est-ce qu'on ajuste ce genre de paramètres. Alors, pourquoi est-ce qu'on est attentif à ce paramètre? Pour plusieurs choses. Supposons que vous injectiez à un patient une préparation hypertonique, donc avec une osmolalité qui est très très supérieure à 300 milliosmoles par kilo. Dans ce cas-là, vous avez vu ça en biologie, si vous administrez ce type de médicament, il y aura une fuite d'eau qui sortirait des hématies pour rejoindre la préparation injectable. Donc, de ce cas-là, les hématies vont perdre leur eau, donc ils vont prendre une forme un peu crénelée. Alors, cette situation n'est pas totalement dramatique parce qu'il suffit de réhydrater pour que les hématies retrouvent leur forme initiale. En tout cas, on peut envisager d'administrer une préparation hypertonique, mais il faut être très très précautionneux sur les conséquences que ça peut avoir. Donc en général, on peut le faire très lentement. Donc là, les médecins et les infirmières sont bien au courant de cette situation-là. En revanche, administrer une préparation hypotonique, là la conséquence, c'est que cette fois-là, les hématies vont récupérer l'eau parce qu'il faut rétablir l'équilibre osmotique. Donc l'eau va entrer dans les hématies vont gonfler et dans ce cas-là, on peut aller jusqu'à l'éclatement des hématies, c'est-à-dire une espèce d'hémolyse. Et là, la conséquence peut être plus dramatique. Donc une précaution importante pour tout pharmacien ou médecin ou infirmière, c'est attention, bien lire les étiquettes. Une préparation hypotonique n'est pas administrée n'importe comment à un patient. Toujours dans les qualités requises pour les préparations par voie parentérale, il y a la qualité de limpidité, mais bien entendu, cette qualité va s'adresser uniquement aux préparations de type solution. Qui dit solution dit que l'ensemble des ingrédients est dissous dans le solvant. Donc ici, on va regarder si la solution est limpide, s'il n'y a pas de particules qui traînent. Donc on va regarder souvent cette caractéristique par une manière visuelle avec des mireuses. On peut également faire appel à des appareillages qui permettent de compter les particules qu'il y a dans une préparation. Donc tout cela est normé, la pharmacopée donne à peu près la limite de taille de particules qu'on doit trouver dans une solution injectable. Autre paramètre, c'est la tolérance. La tolérance, c'est important d'en tenir compte. Donc, en général, cette tolérance, elle est reliée également au pH de la préparation injectée. Donc, les pH du plasma, c'est le pH à peu près autour de 7,4. Donc, si on injecte des solutions à des pH extrêmes, on a une douleur à l'injection. Donc, on s'arrange pour que la préparation injectable soit donc à des pH qui soient donc autour du pH du plasma. Cependant, le pH est un paramètre parfois de stabilité du principe actif. Ce qui veut dire que si le principe actif n'est pas stable à pH 7, par exemple, on peut être amené à l'injecter à un pH différent de pH 7. Dans ce cas-là, jusqu'où peut-on aller? Si la stabilité du principe actif l'exige, on peut descendre à des pH de l'ordre de 3. On peut également monter à des pH de l'ordre de 9, avec peut-être une petite douleur à l'injection. Mais il faut quand même savoir que on ne peut pas se permettre d'injecter un principe actif qui se dégraderait avant d'avoir son activité. Donc c'est un compromis à trouver entre la tolérance à l'injection
et le pH, donc compromis à trouver pour avoir la stabilité du principe actif et la tolérance à l'injection au niveau du patient. Et enfin, cela va de soi, ça rejoint un peu la tolérance, c'est que le médicament doit être stable et être bien conservé. Donc pas de dégradation du principe actif, pas de dégradation pas de contamination microbienne au cours de la conservation. Donc voilà quelques qualités requises pour les préparations parentérales. Alors, j'ai mis sur le côté la notion de stérilité, qui est une notion très importante et qu'on va voir maintenant, qui est la qualité indispensable, incontournable. Alors, qu'est-ce que c'est que la stérilité? Au sens général du terme, on dirait que la stérilité, c'est absence de tout micro-organisme vivant. Pour les produits pharmaceutiques, on va dire que la stérilité, selon les bonnes pratiques de fabrication, c'est l'absence d'entités capables de survivre ou de se multiplier. Ce qu'on appelle en général des micro-organismes revivifiables. Donc, on voit déjà une petite nuance ici, c'est que pour les produits pharmaceutiques, on va parler d'absence d'unités capables de survivre ou de se multiplier. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut atteindre une stérilité absolue? Est-ce qu'on peut éliminer d'une préparation injectable la totalité, l'absence de micro-organismes revivifiables? Alors, pour répondre à cette question, on va regarder cette courbe ici, qui est la courbe qui représente l'inactivation des micro-organismes. On se rend compte que cette inactivation, c'est-à-dire l'élimination des micro-organismes, par des techniques qu'on verra un peu plus loin, cette élimination ou cette inactivation va suivre une loi exponentielle. C'est-à-dire que au départ, on a un grand nombre de micro-organismes, ça est tout en haut de la courbe, nombre de germes vivants, et on voit que la courbe elle va diminuer, donc on va détruire les micro-organismes, on va les éliminer, on va les inactiver, et à un moment donné, on se rend compte qu'on atteint une espèce d'asymptote sur l'axe des abscisses, et ça veut dire que si on voudrait aller jusqu'à ce que cette élimination ou cette inactivation se termine, il faudrait des temps d'exposition très très longs, presque infinis, pour que tous les micro-organismes soient éliminés. Donc, c'est une loi exponentielle. La conclusion, c'est que on est en présence d'une hypothèse plutôt de dire on va tout faire pour que on ait la probabilité d'avoir tout éliminé. Et donc, cette courbe de survie nous amène à une équation qui est là, qui est donc log de n sur n0 est égal à moins kt. N0, c'est le nombre initial de germes dans le volume donné. N, c'est le nombre final de germes revivifiables qu'on va retrouver dans la préparation à un temps t. K, c'est une constance, et t, c'est le temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette équation? Ça veut dire que on va tendre vers 0 germes revivifiables avec un temps infini. Une fois qu'on a dit ça, on peut penser que la stérilisation absolue n'est peut-être pas possible au sens strict du terme, mais on va plutôt s'avancer vers une probabilité d'avoir tout éliminé, d'avoir tout inactivé. Donc la pharmacopée européenne va donc proposer une définition qui est raisonnable. On va parler plutôt de niveau d'assurance de stérilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le niveau d'assurance de stérilité est atteint quand on imagine que sur 1 million de germes qu'on devrait éliminer, sur ce million de germes, à la fin de l'opération donc d'élimination ou de destruction des micro-organismes, il ne restera éventuellement qu'un micro-organisme revivifiable. Donc voilà ce que ça veut dire, niveau d'assurance de stérilité, c'est que sur une population de 1 million de germes à éliminer, s'il en reste dans le milieu, il n'en restera probablement qu'un seul qui ne sera pas éliminé. Donc, cette notion est très importante et donc ça permet de dire que la stérilité absolue n'est peut-être pas possible, mais il faut se mettre dans les conditions d'y arriver et c'est pour cela que c'est important
et je l'ai souligné, que pour augmenter les chances de parvenir à une stérilisation satisfaisante, donc NAS 10-6, il faut absolument travailler dès le départ dans les conditions pour ne pas avoir dans son milieu beaucoup de germes à détruire. Donc N0 doit avoir une valeur la plus faible possible pour espérer arriver donc à une NAS acceptable. Et c'est pour ça que dans les protocoles de préparation injectable, on exige que le fabricant du médicament donne, avant la stérilisation, la quantité de germes à stériliser avant la stérilisation. Vous avez un mot un peu bizarre là qui s'appelle bioburden, c'est en anglais, qui est en fait c'est la charge bactérienne avant la stérilisation. Et cette valeur doit apparaître dans le processus de fabrication. Donc si je voudrais stériliser une préparation injectable, je dois dire avant la stérilisation combien de germes j'ai à stériliser. Donc c'est un moyen d'éviter de partir avec une valeur de N0 trop supérieure et de ne pas arriver à une NAS de 10-6. Donc vous voyez, j'ai beaucoup insisté sur cette partie de l'exposé, c'est que la stérilité d'une préparation injectable reste vraiment le paramètre critique de cette voie d'administration. Maintenant qu'on a discuté de cette stérilisation et de cette notion d'assurance de stérilité, on va tout de suite voir les méthodes qui sont préconisées pour stériliser les préparations injectables. On va considérer qu'on a deux grandes approches pour stériliser un médicament. On va distinguer les procédés de destruction et les procédés d'élimination. Un procédé de destruction suppose que j'ai fabriqué mon produit et je détruis les micro-organismes qui sont présents dans le produit. Donc en général, il s'agira d'une stérilisation finale. Dans ces procédés de destruction, je vais distinguer deux modes de destruction. La destruction des micro-organismes par des moyens physiques. Et dans ce cas-là, je vais considérer la destruction par la chaleur ou la destruction par des rayonnements ionisants. Je peux également détruire les micro-organismes par des moyens chimiques. Et dans ce cas-là, j'utiliserai des substances toxiques pour les micro-organismes. Ces substances, on verra plus loin, sont des substances en général sous forme gazeuse. Dans les procédés d'élimination, ici, ce que je vais faire, c'est que avant de mettre mon médicament dans son conditionnement primaire définitif, j'aurai au préalable éliminé les micro-organismes. Et on verra que cette technique-là procède par une filtration stérilisante. Donc, je vais séparer mon médicament des micro-organismes avant de le mettre dans son conditionnement primaire. Donc, commençons par regarder la destruction par les méthodes physiques. Et on va commencer par la première approche qui est donc l'utilisation de la chaleur. On va distinguer deux types de chaleur. La destruction par la chaleur dite humide et la destruction par la chaleur sèche. La destruction par la chaleur humide est la technique la plus utilisée. C'est une technique qui va utiliser un dispositif particulier qu'on appelle autoclave. Pour schématiser, l'autoclave, ça ressemble à une cocotte minute. Une fois que j'ai dit ça, on va revenir sur les choses plus sérieuses. Donc, l'autoclave est une enceinte qui est étanche, fermée, qui est relativement avec des parois bien solides, des parois résistantes. Voilà. Donc, dans cette enceinte, on va provoquer une vapeur d'eau surchauffée, où on va utiliser une eau de ruissellement qui est également surchauffée. Et les températures dans cette enceinte vont être très élevées, en général supérieures à 100 degrés. Et tout ça se fait en général sous pression contrôlée. Par exemple, dans une autoclave, on va avoir des températures de la vapeur d'eau qui vont aller jusqu'à 121 degrés et on va maintenir cette température pendant un certain temps, environ 15 minutes. Ça permet ainsi de stériliser les flacons de solution injectable. Donc le schéma que vous voyez là décrit donc une autoclave, petite autoclave, avec donc les différentes parties. Donc on va chauffer l'eau qui va se transformer en vapeur. Et donc tout ça avec des jauges qui permettent de mesurer la pression, la température,
couvercle étanche bien fermé avec des joints toriques qui ne permettent aucune fuite, donc enceinte fermée. Là, vous avez une autoclave, on va dire, de laboratoire de moyenne portée. Sachez qu'il existe des autoclaves qui sont des appareils qui sont de grosses enceintes, qui sont un peu plus conséquentes, dans lesquelles on va mettre des chariots entiers de produits à stériliser. En tout cas, le principe est le même, enceinte bien fermée, dans lequel on va produire une vapeur d'eau ou d'eau de ruissellement à une température élevée. Donc, deux paramètres importants, la température et la pression. Donc voilà pour l'autoclave. Deuxième technique, c'est la technique par la chaleur sèche. Dans ce cas, ici, il n'y a pas de vapeur d'eau. Simplement, on va utiliser une enceinte qu'on appelle en général un four, dans lequel on va mettre le produit à stériliser. Et donc ici, pour répartir la chaleur de manière homogène, on va utiliser de l'air dans ce four. Et donc, bien entendu, il faudrait que cet air-là lui-même soit propre. Et donc, on va utiliser de l'air qui est filtré sur des filtres qu'on appelle en général les filtres HEPA, High Efficiency Particulate Air. Donc, ce sont des filtres qui permettent également de retenir des micro-organismes et donc d'envoyer dans le four de l'air qui soit exempt de micro-organismes. Donc, cet air est chauffé. Et également, vous voyez qu'ici, les températures qui vont être pratiquées avec la chaleur sèche sont des températures très élevées, puisqu'on va aller jusqu'à 160 degrés, voire parfois plus haut, jusqu'à 220 degrés dans certaines pratiques. Et en même temps, le temps d'application est relativement élevé, puisque à 160 degrés, il faudra exposer le produit à stériliser pendant 2 heures. Alors, c'est une méthode de stérilisation qui est très particulière, et qu'on va surtout utiliser souvent pour stériliser du matériel comme les flacons de verre. Et stériliser des flacons de verre à des températures de l'ordre de 220 degrés permet de stériliser le verre, mais également d'éliminer éventuellement les pyrogènes. Donc c'est une technique de stérilisation très particulière, donc qui va souvent s'adresser plutôt au matériel de conditionnement, en particulier pour le verre. Donc voilà les méthodes de stérilisation par la chaleur. Et donc vous avez retenu que la technique qui sera la plus utilisée pour stériliser les médicaments, ça sera l'autoclave. Deuxième méthode de destruction donc physique, c'est la destruction en utilisant des rayonnements ionisants. C'est quoi le principe général? Le principe général, c'est donc d'exposer le produit à stériliser à un rayonnement ionisant, rayonnement qui provient d'un radioisotope ou d'un faisceau d'électrons énergisé, et donc par un accélérateur d'électrons. Donc ici, on va envoyer sur le produit à stériliser un rayonnement ionisant qui va donc se charger de détruire les micro-organismes. Alors le mécanisme de cette radiostérilisation, c'est en général ce que le rayonnement ionisant va provoquer, par exemple, l'ionisation directe de l'ADN, des enzymes du micro-organisme, ou indirectement provoquer cette dégradation de l'ADN des micro-organismes par induction de radicaux libres qui eux-mêmes vont attaquer donc le matériel génétique du micro-organisme. Donc peu importe, disons que les rayonnements vont ioniser directement l'ADN et donc provoquer sa destruction. Donc ça, c'est le mécanisme des rayonnements ionisants. Quels sont les rayonnements qui sont utilisés pour la stérilisation, pour la radiostérilisation? On va en distinguer deux. Le rayonnement bêta, qui est un rayonnement de nature corpusculaire. Donc ce rayonnement sera produit par des accélérateurs d'électrons qui vont donc émettre ce rayonnement. Et ce faisceau de rayonnement d'électrons ionisés, qui est très puissant, va être focalisé sur le produit à stériliser. En général, le temps d'exposition du produit pour obtenir une stérilisation par ce type de rayonnement est très court, de quelques secondes à quelques minutes. Et le rayonnement bêta est moins pénétrant. Il est quand même utilisé, mais on verra qu'on va préférer le rayonnement gamma qui est beaucoup plus pénétrant. Donc, premier type de rayonnement bêta. Deuxième type de rayonnement utilisé, le rayonnement gamma, qui est lui de nature électromagnétique. Donc ce rayonnement est produit grâce à un radioélément
et en général, ça sera le cobalt 60. Donc ce cobalt 60 va émettre essentiellement un rayonnement gamma. Ce sont des photons de haute énergie. Ce rayonnement gamma est reconnu comme étant très bactéricide, très pénétrant, et donc il est très efficace bien entendu, mais également ces caractéristiques des rayonnements très pénétrants rendent son utilisation assez dangereux. C'est pour ça que ce type de stérilisation est pratiqué par des structures très particulières, par on va dire des laboratoires spécialisés dont ont des installations pour stérilisation par rayonnement gamma. Il s'agit d'installations dans lesquelles la partie dans laquelle se passe le rayonnement est une partie très protégée avec des murs très épais en béton qui avoisinent 2 mètres d'épaisseur. Donc en gros, le produit à stériliser, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les produits à stériliser sont dans leur emballage déjà primaire. On peut même les mettre dans leur emballage secondaire. L'ensemble est mis dans des cartons qu'on appelle également des balancelles. Et donc tout ça est convoyé et arrive dans l'enceinte où il y a le rayonnement. Tout ça est exposé. Comme le rayonnement est très pénétrant, il va traverser le carton, il va traverser l'emballage externe, il va traverser l'emballage primaire et va arriver jusqu'au produit pour le stériliser. Et donc sur ce schéma, vous voyez que les cartons débalancés arrivent, rentrent dans l'enceinte de stérilisation, circulent, font le tour et ressortent de l'autre côté avec les produits stériles. C'est donc la stérilisation par le rayonnement gamma. Donc, comme je vous l'ai dit, le produit ici est stérilisé dans son emballage définitif. Là, je vous ai mis un exemple d'une seringue qui pourrait être stérilisée par ce moyen-là. Donc, cette seringue ici sera mise dans sa boîte de carton, sera mise dans la balancelle et arrivera donc exposée et sera stérilisée et ressortira déjà dans son emballage définitif. Alors, ce type de stérilisation est utilisé préférentiellement pour stériliser ce qu'on appelle les dispositifs médicaux. Vous avez dû voir avec ma collègue Madame Delitras, les nécessaires de perfusion, pour perfusion, les articles de pansement et de suture, donc sont stérilisés par cette technique-là. C'est un mode de stérilisation qui ne provoque pas d'échauffement du produit, donc il n'y a pas d'échauffement, et il est essentiel de contrôler que l'ensemble des produits qui passent dans cette zone de stérilisation a été stérilisé. Donc c'est pour ça qu'on dépose sur les emballages, sur les cartons, sur les balancelles, des dosimètres qui sont placés à des endroits bien précis et qui vont démontrer à la sortie que l'ensemble des produits ont été stérilisés. Donc on va contrôler dans ces dosimètres qui enregistrent la dose de rayonnement qui a été donc reçue par le produit. Donc cette dose de stérilisation, cette dose de rayonnement est une dose qui a été donc évaluée. Et donc aujourd'hui, la pharmacopée européenne, les guides d'assurance de qualité disent que la stérilisation par rayonnement, que ce soit gamma ou par rayonnement bêta, pour pouvoir atteindre le fameux NAS, donc niveau d'assurance de stérilité, donc 10-6, il faudrait appliquer une irradiation de 25 kg. Le Gray étant l'unité donc de rayonnement, un Gray est égal à 1 joule par kilogramme. Donc on suppose que pour pouvoir stériliser un produit, il faut qu'il reçoive une dose de rayonnement de l'ordre de 25 kg. Donc ça, c'est on va dire la spécification donnée par la pharmacopée européenne. Bien entendu, si pour une raison, il faudrait appliquer une dose de rayonnement supérieure à 25 kg, il faut le démontrer par des méthodes de validation. De la même manière, on peut appliquer des doses inférieures à 25 degrés, mais là aussi 25 kg, pardon. Mais là aussi, il faut démontrer, valider que la dose qu'on aura appliquée conduit donc à la NAS de 10-6 germes résiduels dans la préparation à stériliser. Donc, la radiostérilisation est une méthode très intéressante qui permet de stériliser des médicaments et qui permet de stériliser également du matériel médico-chirurgical. Passons maintenant à la technique de destruction
en utilisant des moyens chimiques ou des substances chimiques. Donc ici, en général, pour résumer, on va utiliser des gaz toxiques. Le formol, l'acide paracétique, l'oxyde d'éthylène sont les 3 gaz les plus souvent utilisés. Mais en réalité, pour la stérilisation, soit des matériaux, soit des matières premières, soit des dispositifs médicaux, soit des matériaux médico-chirurgicaux, on va utiliser surtout l'oxyde d'éthylène, qui est un gaz alkylant, très pénétrant et qui sera donc plus efficace que le formol et l'acide peracétique qui sont moins pénétrants et qu'on utilisera surtout pour stériliser les surfaces. Donc on ne parlera ici que de l'oxyde d'éthylène. La formule est là, donc on voit que c'est une toute petite molécule avec une masse moléculaire relativement faible et une densité qui est supérieure à l'air, 1,52. Donc j'ai dit le mécanisme d'action, c'est un gaz alkylant, dont des acides nucléiques. Donc vous voyez tout de suite le mécanisme de dégradation des micro-organismes. Alors sa mise en œuvre nécessite aussi d'avoir une installation adéquate. Donc c'est une installation que je ne décris pas ici parce que ce serait trop compliqué, mais sachez qu'on le fait dans une enceinte qui est relativement adaptée. Pour pratiquer cette stérilisation, on a besoin de maîtriser un certain nombre de paramètres qui sont les concentrations et la quantité d'oxyde d'éthylène à utiliser. Il faut tenir compte de la pression dans l'enceinte de stérilisation. En général, il faut tenir compte de l'humidité relative de la zone de stérilisation. La température est également importante. Bien entendu, la durée du cycle de stérilisation est à considérer. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de paramètres à respecter qu'on ne va pas détailler ici, mais sachez qu'il y a un processus bien décrit. Alors, c'est un gaz qui est explosif en présence d'air, et donc il faut faire attention quand on manipule ce type de stérilisation. Alors, chose importante, là, il faudra le retenir, c'est que l'oxyde d'éthylène est un gaz alkylant. On va envoyer ce gaz sur les produits à stériliser. Donc il faut veiller à ce qu'à la fin de la stérilisation, on élimine l'oxyde d'éthylène résiduel. Et là, donc, on a une spécification, une norme qui existe à la pharmacopée, c'est de dire que une fois que la stérilisation est terminée, il faut être sûr d'avoir éliminé le gaz résiduel sur le produit et donc on fixe ce taux résiduel à inférieur à 2 ppm. Donc ça c'est quelque chose que le fabricant de médicaments, le fabricant, celui qui a pratiqué la stérilisation, doit démontrer qu'à la fin, il ne reste pas de résidus d'oxyde d'éthylène dépassant 2 ppm. Ce type donc, de stérilisation peut être utilisé pour stériliser des dispositifs médicaux. On peut également stériliser certains principes actifs en poudre avec cette technique. Et donc, vous comprenez que, comme c'est un gaz, le gaz pourra diffuser éventuellement dans les particules de poudre si on veut, par exemple, stériliser un principe actif. Donc, on a vu les techniques de destruction des micro-organismes par les méthodes physiques, par la chaleur, par les rayonnements ionisants, par les produits chimiques. Et maintenant, la deuxième approche qu'on va voir, c'est donc éliminer les micro-organismes avant de procéder au conditionnement primaire des médicaments. Donc ici, le principe, c'est de dire, j'ai fabriqué ma préparation injectable. Avant de conditionner, j'essaie d'éliminer les micro-organismes et donc pour ça, j'ai besoin d'un média filtrant, d'un média écran qui va donc séparer les micro-organismes de ma préparation. Alors ce média filtrant, ça va être donc ce qu'on appelle un filtre écran, un filtre dont le diamètre nominal des pores est de 0,22 micromètres. Vous avez bien compris que ce diamètre est un diamètre qui ne va pas permettre aux micro-organismes de passer. Donc c'est donc la filtration stérilisante qui également est une technique intéressante, indispensable quand on a affaire à des produits qui sont thermolabiles, que je ne pourrais pas stériliser par l'autoclave par exemple à des températures élevées, et des produits que je ne peux pas stériliser dans leur emballage terminal. Vous pensez éventuellement à la stérilisation par la radio-stérilisation qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc, quand j'ai des situations de ce type-là, donc produits thermolabiles,
produit impossible à stériliser dans l'emballage terminal, il me reste une technique qui est donc la stérilisation par filtration. Alors c'est une technique qui apparemment a l'air facile, comme ça, c'est-à-dire que je filtre, mais en réalité, il faut de grosses précautions pour arriver à un produit stérile. J'ai cité là quelques précautions à prendre, mais bon, on pourrait discuter plus longtemps là-dessus. Donc, première précaution à prendre, avant de passer à la filtration stérilisante, je dois procéder à une filtration clarifiante, c'est-à-dire éliminer éventuellement toutes les particules plus ou moins grossières qui pourraient être dans ma préparation. Là, on va utiliser des parois filtrantes de porosité un peu plus de diamètre de pore un peu plus élevé, 0,45 micromètres par exemple, pour avoir une solution exempte de particules. Deuxième précaution importante, et ça nous ramène sur la fameuse courbe d'inactivation des micro-organismes, c'est que pour ce type de stérilisation, je dois avoir une charge bactérienne de départ la plus faible possible. Donc avoir un bioburden très très faible. Et donc on va être très attentif ici, dans cette méthode de stérilisation, de vérifier que le fabricant du médicament a pris toutes les précautions pour travailler dans des conditions relativement propres et éviter une contamination trop importante qui ferait que la stérilisation serait pas on va dire, très conséquente et qu'on risquerait d'arriver à la fin avec un produit qui n'est pas stérile. Donc, charge microbienne de départ relativement faible. Bien entendu, le filtre utilisé doit être stérile. Donc, il faut stériliser ce filtre. Là, je ne rentre pas dans les détails. Ces filtres peuvent être stérilisés à l'autoclave. Peu importe. Donc, le filtre lui-même, le matériel utilisé, les récipients dans lesquels on recueille le produit filtré doivent être stériles. Donc, ça paraît évident. Évidemment, il faut filtrer rapidement. Et donc, pour ça, plutôt que de laisser le produit passer à travers le filtre petit à petit, souvent, on va essayer de forcer le liquide à être filtré rapidement. Donc, on va utiliser souvent un gaz pour pousser le liquide. En général, on va utiliser l'azote qui est également stérile, qu'on aura filtré au préalable. Ça permet de filtrer rapidement, donc en poussant le liquide à travers le filtre avec de l'azote stérile. Une fois qu'on a filtré le produit et qu'il est stérile dans un récipient, il est bien entendu que pour pouvoir le répartir dans les emballages, il faut qu'on soit dans des conditions stériles. Donc on va, une fois que le produit est sorti du filtre stérile, on doit se trouver dans une zone qu'on appelle zone classée, anciennement appelée zone A. C'est une zone dans laquelle on n'a pas de germes, de micro-organismes. Donc dans cette zone, on va pouvoir conditionner, mettre le produit filtré dans les conditionnements primaires. Donc ça, c'est une autre précaution. Donc, autre précaution importante, il faut filtrer rapidement le médicament après sa fabrication. Cela paraît encore évident, c'est-à-dire que on a travaillé dans des conditions relativement propres pour avoir une charge bactérienne la plus faible possible. Il ne faudrait pas stocker ce médicament préparé trop longtemps, sous peine de le contaminer. Donc, dès qu'on a fini de fabriquer la préparation médicamenteuse liquide, il faut passer rapidement à la filtration et au conditionnement pour éviter donc les contaminations. Donc vous voyez que j'ai décrit un peu rapidement cette technique de filtration, mais sachez qu'il y a des précautions importantes et que le filtre ne suffit pas à lui seul pour arrêter les micro-organismes si on n'a pas respecté ces conditions de stérilisation. Donc voilà les techniques de stérilisation qu'on développera plus tard dans le cursus. Maintenant qu'on on va peut-être dire un mot sur les articles de conditionnement, les articles d'emballage, donc des préparations injectables. On va distinguer en gros deux grands groupes de conditionnement primaire ou d'emballage primaire. Donc c'est d'une partie le verre et d'autre part ce qu'on appelle des matériaux plastiques. Le verre donc reste le matériel de choix. Pourquoi? Parce que le verre est un matériel pratiquement neutre, donc avec moins d'interaction avec les produits. Donc on va distinguer décrit à la pharmacopée deux types de verres. Un verre qu'on appelle le verre de type 1,
qui est le verre borosilicaté. C'est un verre neutre dans sa masse, qui a une résistance hydrolytique élevée. Ce verre est souvent réservé à l'usage pharmaceutique. C'est un verre chimiquement résistant et qui est donc adapté pour des préparations à usage parentéral et parfois non parentéral. On peut utiliser le verre de type 1 pour conditionner par exemple les sirops. Le deuxième type de verre, c'est le verre de type 2, qu'on appelle également verre calcosodique. C'est un verre qu'on aura traité sur sa face interne pour diminuer éventuellement des échanges ioniques avec le produit stocké, le produit conditionné. Donc pareil, c'est un verre qui a une résistance hydrolytique élevée. Il est adapté aux préparations aqueuses pour usage parentéral de pH inférieur à 7. Le deuxième groupe de matériel, donc, c'est les matériaux plastiques. Et dans ce cas-là, on a trois principaux matériaux qui sont préconisés pour conditionner les préparations injectables. C'est les matériels en polyvinylchloride, excusez-moi, je dis en anglais, en chlorure de polyvinyle, voilà, en français, chlorure de polyvinyle. Donc, c'est du matériel polymérique qui est synthétisé à partir d'un monomère qui est inscrit là, CH2 double liaison CHCl. Donc c'est un monomère à partir duquel on va préparer donc ce PVC. Alors c'est un polymère qui est très utilisé, mais sachez que le matériau final contient 55% de PVC. Au minimum, peut en avoir plus, mais également il y a un certain nombre d'additifs variés pour pouvoir former ce conditionnement. Donc c'est important, je ne détaille pas ici, mais sachez que ces additifs sont importants et que parfois ça peut entraîner des interactions continues contenant. Donc pour la PVC, on va sélectionner le type de produit qu'on mettra dedans en tenant compte de ces additifs. Le deuxième matériaux, c'est les matériaux en polyéthylène. On distingue les polyéthylènes basse densité et haute densité. Bon, ça peut être donc les deux. Donc c'est un matériau, à la différence de la PVC qu'on a vu précédemment, qui est sans additif. Donc ça veut dire qu'on aura déjà moins d'interaction avec le produit conditionné. C'est un matériau qui est stérilisable à l'autoclave, c'est très important parce qu'on pense souvent que les matériaux plastiques vont être détruits par la chaleur. Donc le conditionnement en polyéthylène peut être stérilisé à condition qu'on respecte une température de l'ordre de 100, 110, 111 degrés. C'est un produit qui a une bonne résistance chimique et qui est imperméable à la vapeur d'eau. Troisième type de conditionnement, ça peut être à base de polypropylène. Donc là encore, ce sont des polymères qui font des conditionnements qui ont une bonne résistance chimique, qui sont perméables au gaz, sauf à la vapeur d'eau. Le problème, c'est que ce polypropylène en couche épaisse est un peu opaque, mais en couche mince peut être transparent. Alors je dis ça parce qu'effectivement, il faut penser que pour les préparations injectables, les solutions injectables, on peut être amené à rechercher des particules solides. Donc dans ce cas-là, il faudrait avoir un conditionnement primaire qui soit transparent. Et donc, il faut faire attention au type de matière plastique qu'on choisit pour conditionner les solutions injectables en cas où on aurait besoin donc de procéder à un mirage, à une visualisation de particules en suspension. Donc voilà, on a fini donc le chapitre sur l'administration parentérale des médicaments. Donc voie d'administration critique, voie d'administration avec des spécificités, des particularités, une exigence importante aussi bien au niveau de la conception, de la fabrication du produit que de sa conservation et de son administration.